Mais c'est un sujet sur lequel on travaille déjà. Je vous l'ai redit, à partir du moment où notamment cette mine de Mounana, qui contrairement au Niger, n'était pas à nous depuis son origine, à partir du moment où elle est devenue notre propriété, nous avons commencé à prendre des décisions qui ont sans doute freiné, mais avec, effectivement, Madame Lepage a raison, un impact environnemental durable quant à la manière dont les choses étaient opérées. On fera de notre maximum pour essayer plus loin. Parce qu'en France, un comportement comme ça, Monsieur Saunier, vous êtes d'accord avec moi, serait répréhensible. Mais Madame, nous n'avons pas vocation à avoir des actions différenciées en France ou ailleurs dès lors que nous opérons. J'entends bien, mais ce serait cette mine-là, monsieur, serait en France. Il y aurait une infraction majeure à la législation des installations classées, l'abandon d'une exploitation, c'est un minimum un délit, et peut-être une mise en danger délibérée d'autrui. Donc je veux dire, on est dans du lourd. Et voyez-vous, moi, ce qui me choque à cette veille de Copenhague, où on essaye de faire des choses un peu tous ensemble, où nous, les pays industrialisés, on a quand même une sacrée responsabilité vis-à-vis des autres, si on a envie maintenant qu'ils s'y mettent, très franchement, en quoi est-ce qu'on est crédible quand on fait des choses comme ça, monsieur? Alors là où vous pouvez être crédible, madame, c'est que Areva est le seul opérateur minier au monde, peut-être trop tard, peut-être, je ne le sais pas, en tout cas il le fait, il est le seul. Et donc je pense que de ce point de vue, même si cela arrive à nos yeux à tous tardivement peut-être, eh bien Areva est le seul opérateur minier. Peut-être que ça, de ce point de vue, ça peut être un élément de fierté nationale. Alors, vous parliez de ce qui est difficile effectivement à opérer au niveau de l'environnement. On va revoir justement un extrait du documentaire de Dominique Hennequin. C'est le moment où vous arrivez chez le maire de Mounana, vous en parliez à l'instant, et vous arrivez avec votre Radex pour mesurer la radioactivité. Voilà ce qui se passe, on regarde ensemble. Il a été démontré, évidemment, que certaines maisons ont été construites avec des matériaux radioactifs. Et il y a des gens, certainement, des entrepreneurs, qui se sont servis de ce sable-là pour aller construire la maison. Ça a été démontré. La preuve, peut-être, qu'est-ce qui dit que cette maison dans laquelle je suis n'a pas été construite avec ces mêmes matériaux? Vous voulez qu'on vérifie? Oui, mais je veux bien, hein. Il faut bien vérifier. Oui. Je vais faire une mesure à distance du sol, et après je ferai une mesure au sol. Il faut faire 2 mesures en fait, Ça dure à chaque fois 4 minutes à peu près. Ouais. Nous avons été formés à l'utilisation d'un compteur Gégère qui va nous servir tout au long de notre enquête. Donc je le mets au sol pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, on est à 0,78, c'est-à-dire la radioactivité naturelle c'est 0,10, on est à 8 fois la radioactivité normale. Vous le saviez? Ben non. Qu'est-ce qu'il y a comme autre solution que de déménager pour ces gens? Détruire et reconstruire les maisons, c'est ce que nous faisons, puisqu'effectivement les pratiques de l'époque, et qui là encore sont antérieures pour ce qui concerne le Gabon à la prise en charge par Areva de la mine, mais nous en avons déjà parlé ensemble en France également, la pratique, l'utilisation des stériles miniers, et avec en plus des normes qui ont été abaissées au niveau international en matière de niveau en millisievert. Vous le reconnaissez. Mais nous les appliquons, nous ne les commentons pas, nous en avons déjà parlé ensemble. On fait qu'effectivement, les pratiques plus l'abaissement des normes, il n'y a pas de débat. Par exemple, au Gabon, il y a 140 maisons qui ont été identifiées comme relevant de ce qui ne pourrait absolument plus se faire aujourd'hui. Et 20 ont été livrées déjà. Il y en a donc 120 autres qu'il faut reconstruire et que nous allons reconstruire. Dans quel délai? Le plus rapidement possible. Je vais vous dire quelque chose. Très précis. Je vais vous dire quelque chose. On a même commencé par la maternité. La maternité, et pourtant c'est un impact, parce que vous imaginez. La maternité, ça veut dire que pendant un moment, il n'y avait plus de structure pour que les femmes puissent aller accoucher. Eh bien, il n'empêche, pour pas qu'il y ait moins de polémique là-dessus, on a commencé par le sujet de la maternité et nous continuons, comme d'ailleurs nous en avions là encore parlé, comme en France, dès lors que les choses ont été identifiées et qu'il faut reprendre, nous reprenons. On a le sentiment, en regardant votre reportage, qu'il y a énormément de gens qui vivent encore dans ces maisons-là, contaminées. Tout le monde est là. Et le problème, c'est qu'on a détruit un bâtiment pour l'instant, et que d'ailleurs, les déchets de cette maison sont encore sur le territoire de Mounana, donc on ne les a même pas emmenés ailleurs, évacués. Et donc, tous les gens vivent dans cette radioactivité parce qu'ils n'ont pas finalement le choix d'aller ailleurs et de vivre ailleurs. Si ces femmes vont encore tremper le manioc à cet endroit, c'est qu'elles vivent là et qu'elles n'ont pas les moyens d'aller ailleurs tremper le manioc pour pouvoir survivre. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire que là où il y a extraction d'uranium, de fait, une population classique ne peut plus vivre? On a vu il n'y a pas très longtemps un excellent reportage sur des déchets, je crois, nucléaires, et ces femmes me faisaient penser au village russe. Vous savez, qu'on avait vu le petit village
près d'un endroit où était une des premières centrales soviétiques, puisqu'à l'époque c'était soviétique et les gens étaient complètement abandonnés avec une pollution absolument considérable. J'ai eu le même effroi et la même colère en voyant ces images-là. Ça m'a rappelé la même chose. Oui, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui? C'est ce que les grands opérateurs du marché n'ont jamais spontanément agi pour trouver des remèdes aux dommages qu'ils causaient. Ils l'ont toujours fait parce qu'il y avait le levier, soit d'un risque judiciaire ou parce qu'il y a ce grand écart. Sous la menace. Pas sous la menace, c'est pas le terme, mais parce qu'il y avait une potentialité de procédure. Et aujourd'hui, parce qu'il y a des limites au foutage de gueule, si je puis dire, quand on prétend être l'allié de l'humanité, la sauver, alors que par ailleurs, on laisse faire une filiale, une sous-filiale, faire l'inverse de ce qu'on prétend faire dans les grandes agoras, les grandes messes des assemblées générales annuelles des groupes. Areva, aujourd'hui, veut accréditer l'idée qu'elle est à un tournant. Il faut la juger sur pièce. Bien sûr. C'est d'autant plus important que des mines comme celle dont on parle, il y en a des dizaines en Afrique, dont on ne parle pas, et on est bien seul à Sherpa pour traquer tous ces dommages. Il y a bien d'autres opérateurs qu'Areva qui laissent des populations cyniquement dans la déshérence sanitaire, avec en plus cette image douloureuse pour vous, qu'il faut remonter, que vous êtes perçus quand même comme des pilleurs des ressources naturelles, ce qui suscite des instrumentalisations politiciennes et nationalistes parfois épouvantables, et qui se retournent d'ailleurs par un effet collatéral négatif contre les populations elles-mêmes. Donc je vous en conjure, il faut que cet accord soit correctement respecté, parce qu'il a vocation à se dupliquer, et que s'il est perçu comme un accord qui a organisé de la monnaie de singe, eh bien ça va ruiner demain tout le crédit attaché à des possibilités d'accords pragmatiques dont pourtant les populations ont besoin. C'est dire que c'est votre responsabilité très grande. J'adhère totalement. Il n'y a pas de développement pour Areva. Donc vous vous engagez face à William Bourdon en disant oui, cet accord sera respecté effectivement, et si vous tardez, vous ne tarderez pas longtemps. Sinon, Élise Lucet, nous ne l'aurions pas signé avec William Bourdon, le médecin du Monde, en mois de juin dernier. Sinon, nous ne l'aurions pas signé. C'est pour ça qu'on se permet de vous redemander. Eh bien, sinon, moi je vous redis, sinon nous ne l'aurions pas signé. Alors, on va parler d'avenir si vous le voulez bien, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est beaucoup abordé aussi dans votre reportage, Dominique Hennequin, notamment au Niger. On va parler de cette mine de Imouraren. J'espère que je prononce bien, c'est bien ça, un gisement immense. On va tout de suite revoir un extrait de votre documentaire, parce qu'on voit bien quel est l'enjeu de ce nouveau gisement dont vous, Areva, avez eu la concession. On regarde ensemble. Ce gisement s'étale sur 8 km du nord vers le sud et 2 km de large dans sa partie la plus large. Imouraren, c'est un projet gigantesque, environ 8 fois la Somaïr à Arlit. 8 fois plus de terre à dégager, 8 fois plus de boue à la sortie de l'usine. La teneur d'uranium dans le minerai est de l'ordre de 8 pour 1000, je crois. Donc c'est quelque chose de faible. Mais l'étendue et le volume du minerai est tellement important que ça en fait un réservoir très important au niveau de l'uranium que l'on pourra en extraire. 200 000 tonnes sur les 40 ans. Et cette fois, promis juré, toutes les précautions seront prises pour éviter la contamination du site et des personnes. Avant même le premier coup de pelleteuse, Areva a décidé de faire un point sanitaire zéro. Des capteurs d'air sont déjà en action. Dans l'avenir, on pourra comparer les impacts de la mine avec l'état de l'environnement et de la population, réalisés avant le début de l'exploitation. Corinne Lepage, William Bourdon, est-ce que ça, effectivement, c'est un point positif, qui est un point zéro à un moment? Oui. Est-ce que c'en est effectivement ça, ce qui est inédit dans cet accord, c'est à la fois ce mécanisme d'indemnisation privée, on en a parlé, et puis en même temps organiser le futur, c'est éviter de répéter après les erreurs qu'on a commises avant. Donc il y a ce système de veille sanitaire qui vient d'être évoqué, avec un mécanisme assez original qui tient au fait que les conseils d'administration locaux seront composés de façon tripartite, c'est-à-dire autorité publique, ONG et Sherpa, Médecins du Monde. Ça garantit à Sherpa et à Médecins du Monde et aux ONG locales un regard de sentinelle qui sera un regard intransigeant, vous le savez très bien. On va le dupliquer, il faut le dupliquer, ce système de veille à Imouraren. Il faudra le faire au Kazakhstan, il faudra le faire au Canada. En Namibie. Absolument, et de la qualité avec laquelle vous êtes en train de le faire à Imouraren va dépendre
notre capacité à le faire Au demain moins, il y dans aura d'autres un sites. point zéro, ça c'est important quand même. Oui. Parce que, Voilà, ça c'est nouveau, ça c'est inédit. Ça. C'est nouveau, c'est inédit. Alors il y a forcément des plâtres qui vont s'essuyer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que pour l'instant, nous, la société civile française, Médecins du Monde, Sherpa, c'est ce que je disais en aparté à l'instant à Corinne Lepage, on n'a pas toujours les moyens techniques et les moyens en ressources humaines pour être à la hauteur de ces défis. Vous voulez dire que c'est Areva qui fait les mesures? Non, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une bataille sur l'information qui va être importante. Oui. Il y a une bataille sur la vérification de l'information. Alors bien sûr, il y a des gens de très bonne volonté au sein de Sherpa, de très bonne volonté avec Médecins du Monde, etc. Mais on n'a pas la possibilité d'y aller tous les quarts d'heure. On n'aura pas la possibilité de faire des contre-expertises, des contre-analyses. Donc, en grande partie, ça va quand même dépendre de la qualité de la bonne foi avec laquelle Areva va exécuter ces accords, parce que nous n'avons pas, à l'échelon européen, à l'échelon français, une société civile outillée en termes d'expertise, en termes d'instruments, en termes de diagnostic, pour faire pièce. Et ça va rester un problème structurel avec lequel on aura peut-être... Il y a quand même la CRIRAD il y a quand même la CRIRAD. qui pourrait aller sur place et qui pourrait vérifier, qui est en mesure de faire les mesures. La CRIRAD, il faut peut-être le rappeler, vous y faites appel souvent dans le document. C'est vraiment une association qui, pour le coup, est reconnue partout pour faire des mesures extrêmement fines et sérieuses et scientifiques dans le domaine de la radioactivité. Ils sont venus avec vous sur le terrain. Vous accepteriez, par exemple, que la CRIRAD vienne une fois par an faire des mesures? Nous, une fois encore, on n'a pas de tabou là-dessus et il faut que l'information soit partagée contradictoire. Mais vous accepteriez qu'ils viennent, qu'ils fassent des mesures? Je ne choisirais pas forcément la CRIRAD, qui est une association anti-nucléaire notoire. Non, ils sont déjà venus. D'ailleurs, on le voit dans le reportage à un moment donné. La CRIRAD est une association anti-nucléaire notoire, je le respecte. C'est une association qui, par ailleurs, dans le classement de Prometheus, qui est un think tank parlementaire, droite-gauche, a été classée parmi les dernières en matière de transparence. C'est pas correct ce que vous dites là, c'est pas correct. Non. Vous êtes Médecins du Monde et dans le top du classement, c'est classé de 10 les meilleurs à 1. Médecins du Monde est d'ailleurs le premier, c'est ainsi. Vous savez qui finance Prometheus, vous savez qui finance Prometheus et qui sont... Vous savez qui finance Prometheus? Ça me paraît pluriel. Non, il y a toute une polémique sur ce système de notation. Nous, on a de la chance, on est bien classé maintenant depuis quelques temps. On n'a pas toujours été très bien classé. Transparency International, dont je suis l'avocat par ailleurs aussi. Je suis administrateur. dont vous êtes administrateur. Bon, mais c'est encore un autre problème. C'est-à-dire que demain, il faudra effectivement des organes qui soient capables, de façon la plus objective possible, de labelliser la qualité de travail des ONG. Mais cette référence n'est pas la meilleure que vous auriez pu faire pour disqualifier la CRIRAD. En tout cas, CRIRAD, ok, mais diversifions. En tout état de cause, vous ne nous avez pas vraiment répondu. Qui, par exemple, accepteriez-vous de voir venir sur vos sites pour faire des mesures qui soient des mesures totalement indépendantes? Non, CRIRAD est déjà venu. À l'avenir. Si, vous avez dans les universités des laboratoires qui sont tout à fait capables, à Strasbourg, à Rouen ou je ne sais où, de pouvoir venir. Il y en a. Non, il faut que vous je arrêtiez, crois d'ailleurs qu'il faut que ce soit pluriel. Il faut que vous arrêtiez votre hostilité vis-à-vis de la CRIRAD. Parce que la CRIRAD... Elle fait ce qu'elle veut, mais elle fait un travail qui est objectif, elle mesure. Reconnaissez pour nous, madame, que fondée par Michel Rivasi, députée, et je la respecte profondément, militante, ancienne présidente de Greenpeace, avec des gens systématiquement associés, j'ai là quelques tracts, en matière de lutte antinucléaire, ce que je respecte aussi, avec sortir du nucléaire et autres, forcément, il y a une suspicion de militantisme.